Le consortium accompagne les chambres, essaie de montrer une certaine visibilité dans l'activité des chambres africaines extraordinaires. J'ai l'habitude de dire souvent dans les conférences auxquelles je suis invité qu'il suffit simplement de faire un clic sur Internet, vous mettez ici après, vous mettez chambre africaine, il y a Tchad, avoir toute l'historique des procédures qui ont été suivies jusque-là dans cette affaire. Hugo Djobé a rappelé tout à l'heure l'historique du dossier qui, il faut le dire, fut un véritable feuilleton politico-judiciaire. Donc, Hissène, après, a quitté le pouvoir le 1er décembre 1990. En 1989, je venais de sortir de l'École nationale d'administration. Et en 1991, Hissène Habré était déjà à Dakar. Et le président du tribunal régional de Dakar avait été saisi d'une requête de l'État tchadien demandant la restitution de l'avion présidentiel. Et ça, c'était en 1991. Donc une ordonnance de référé a été rendue qui a ordonné donc la restitution de l'avion présidentiel. Ça veut dire que en ce moment précis, je ne savais pas qu'aujourd'hui j'allais hériter de ce dossier. J'ai assisté donc, aux premières requêtes relatives donc, à cette affaire. Donc, 1990, il a quitté le pouvoir. Un mois après, donc en 1991, il se retrouve donc à Dakar, exilé. Et c'est en 2000 que les victimes se sont présentées à Dakar pour dire que nous avons été victimes des exactions de Hissène Habré durant tout le long de son régime. 8 ans donc de pouvoir, et ils sont venus à Dakar pour déposer plainte. Le juge d'instruction a inculpé Habré de crimes contre l'humanité, de torture, d'actes de barbarie, et l'a mis sous résidence surveillée. La défense d'après a saisi la chambre d'accusation pour dire écoutez, vous êtes incompétent pour juger après, parce que dans l'état actuel de votre procédure pénale, vous ne pouvez pas juger un étranger qui a commis des crimes à l'étranger sur des étrangers. Et la chambre d'accusation a annulé la procédure. Les parties civiles ont fait donc un pouvoir en cassation et le pouvoir en cassation a donc donné raison à Habré à confirmer l'arrêt de la chambre d'accusation. Et les victimes belges, ce sont les victimes tchadiennes, il y en a parmi elles des victimes de nationalité belge, ont saisi les juridictions belges. Et la Belgique a entrepris de faire une enquête. Donc il y a eu une commission rogatoire, 2 commissions qui sont rendues au Tchad et ont fait une enquête. Et c'est au cours de cette enquête que la Belgique a décerné donc, des mandats d'arrêt contre Habré et demandé au Sénégal d'extrader Habré ou de le juger. Cela compte tenu du fait que le Sénégal donc, était parti à la Convention de New York de 1984 contre la torture. Il disait, s'il y a une personne suspectée de torture sur votre territoire, la Convention fait l'obligation de la juger ou bien de l'extrader vers un autre pays signataire de cette convention qui peut juger cette personne. Donc il y a eu des tergiversations, la chambre d'accusation dit qu'on ne peut pas extrader un ancien chef d'État qui bénéficie d'une immunité, même après la cessation de ses fonctions. Donc nous on a un conflit. Alors la Belgique, comme l'a dit Djobé, donc a attaqué le Sénégal devant la Cour internationale de justice. Et la Cour internationale a mis le Sénégal devant ses responsabilités. Il faut prévoir des conditions donc rapides pour pouvoir juger cette affaire ou bien extrader. Et ça s'est emballé, le Sénégal a saisi l'Union africaine,
l'Union africaine a donc mis en place un comité chargé d'examiner l'affaire, hein, et de proposer une solution. Donc, la solution proposée était de créer un tribunal donc, qui puisse juger après. Bon, il y a beaucoup de péripéties. Le Sénégal, en 2008, a changé sa constitution prévoyant cette compétence de juger après, parce que beaucoup de personnes ont élevé le principe de la non-rétroactivité, parce que des faits, pour que ces faits soient poursuivis, il faut que, au moment où sont commis, que ces faits soient punis donc, par une loi. Mais en matière de crimes internationaux, cette règle-là n'est pas valable, puisqu'il y a une clause exceptionnelle de dérogatoire qui dit que si les faits ont été commis pendant une période où les principes généraux de droit, la coutume, donc réprimer ces faits, on ne peut pas parler de rétroactivité. Donc, le droit international le dit et la Constitution du Sénégal donc l'a rappelé. Donc, en 2008, l'article de la Constitution a été changé. Hein, et après, il n'était pas content. Il disait que tout ça, ça a été fait pour me punir et a saisi la Cour de justice de la CEDEAO. Donc, qui a dit que ces droits n'ont pas encore été donc, violés. On ne peut pas dire que le Sénégal a violé la loi. Mais le Sénégal a plutôt une mission de conception et de suggestion, donc de toute modalité propre à poursuivre ou à faire juger après par une procédure spéciale à caractère international. Donc c'est dans ce cadre que le 22 août 2012, un accord a été signé entre l'Union africaine et le gouvernement sénégalais portant sur la création de chambres africaines extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises. Ces chambres étant chargées de poursuivre et de juger le ou les principaux responsables des crimes et violations graves du droit international, de la coutume internationale et des conventions internationales régulièrement ratifiées par le Tchad. Et durant une période bien déterminée, c'est la période qui va du 7 juin 82 au 1er décembre 90. Et à cet accord est annexé un statut. Et c'est le statut qui organise la composition et le fonctionnement de ces chambres extraordinaires. Donc ce statut fait partie intégrante de l'accord signé entre le Sénégal et l'Union africaine. Donc après la nomination des magistrats du parquet et des chambres africaines, donc les activités ont été officiellement lancées le 8 février 2013. Et la procédure a été séquencée parce qu'on ne pouvait pas mettre en place toutes les chambres. D'abord, du point de vue financier, ça allait créer des problèmes, mais aussi du point de vue des principes de la procédure pénale. On ne pouvait pas préjuger de ce qui va advenir. Est-ce qu'après, il bénéficierait d'un lieu ou bien serait renvoyé? Donc, dans un premier temps, on a mis en place l'équipe du parquet général, la chambre africaine d'instruction et la chambre d'accusation. Je rappelle, il y a 4 chambres qui sont prévues par l'accord: la chambre d'instruction, la chambre d'accusation, la chambre d'assises et la chambre d'assises d'appel. Ces 2 chambres n'ont pas encore été installées. Donc le travail a débuté donc, avec l'instruction. Pour que l'instruction puisse démarrer, il n'y a pas eu autosaisine. Parce que le statut dit que les parties civiles ne peuvent pas porter plainte. Ce qu'on appelle la porter plainte et se constituer partie devant un juge. Ce n'est pas prévu par le statut. Ce qui est prévu, c'est la mise en mouvement de l'action publique par le procureur général.
Et la façon de mettre en mouvement l'action publique, c'est le réquisitoire introductif, qu'on appelle communément les RI, si vous êtes habitué au prétoire. Voilà, c'est le réquisitoire introductif du procureur qui saisit la chambre d'instruction. Et le réquisitoire, c'est une demande qui est faite par le procureur à la suite de ces investigations. Dès qu'on a pris le dossier en main, nous avons fait des investigations. Parce que nous avons trouvé sur place pas mal de rapports des ONG, de l'Amnesty International, de Human Rights Watch, des membres de ces organisations qui ont eu à assister souvent à certaines actions durant cette période, ou bien qui ont eu à retracer certains témoignages durant cette période. Nous avons tous ces documents qu'on a exploités. Nous avons fait un déplacement dans le cadre de l'entraide pénale internationale au niveau du juge belge, le juge Daniel Fransen, qui s'occupait de cette affaire. Et nous avons demandé donc, que le dossier nous soit transmis. Ce dossier nous a été transmis. Il nous fallait donc nous rendre au Tchad sur le terrain pour voir exactement est-ce que ce qui a été écrit, ce qui a été décrit dans les documents, dans le dossier, était vrai. Parce que là, on est dans l'instruction, on n'est pas dans le domaine journalistique. Il faut vérifier ce qu'on vous apporte comme élément. Donc, nous sommes descendus sur le terrain, nous avons visité les centres de détention, les lieux supposés abriter des charniers, et à la suite de cette visite, nous sommes rentrés au Sénégal, nous avons pris notre réquisitoire introductif, demandant au juge que, d'après vraiment nos analyses et nos recoupements, nous nous trouvons devant des faits de violations graves des conventions internationales. Et parmi ces violations, nous avons le crime contre l'humanité, le crime de guerre, donc, et la torture. Je disais que la torture est érigée dans le statut comme crime autonome. C'est une particularité du statut. On ne voit pas ça dans d'autres statuts des tribunaux internationaux. Dans les tribunaux internationaux, le statut, la torture est un acte sous-jacent des crimes, donc un acte, un élément constitutif des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Et ici dans le statut, on voit ces deux volets. La torture est bien acte sous-jacent des crimes contre l'humanité et crime de torture, mais elle est aussi un crime autonome. Nous avons demandé au juge d'inculper, c'est-à-dire de notifier après les faits qui sont reprochés, c'est l'inculpation chez nous, mise en examen de l'autre côté, on parle de mise en examen, mais le terme recouvre la même signification, la même réalité. Et nous avons dit au juge, compte tenu de la gravité des faits et du fait que le monsieur résidait au Sénégal depuis presque 23 ans, il a eu à avoir des affinités avec les populations. L'instruction ne peut être sereine que si vous avez après à portée de main. Le fait de l'interroger en le faisant déplacer de chez lui vers le tribunal, ça peut créer des troubles à l'ordre public. Et nous avons demandé au juge de le maintenir en détention le temps que l'instruction soit. Nous avons aussi demandé au juge de prendre des mesures supplémentaires, des mesures conservatoires sur ses biens, parce qu'il y a un article du Code de procédure pénale 87 bis qui dit que lorsque quelqu'un est inculpé, la victime, le procureur, ou bien le juge même d'office, peut prescrire des mesures conservatoires sur les biens. Et cela, c'est pour garantir demain l'indemnisation de ces victimes. On ne veut pas que l'inculpé dissipe donc ses fonds au détriment de ses victimes. Nous avons demandé ça au juge. En même temps, nous avons demandé au juge de nommer, de désigner des experts en anthropologie médico-légale, parce qu'il fallait aller vers les charniers, creuser et voir ce qu'il y avait dedans. Parce que demain, on pourra nous reprocher que vous dites des charniers, qu'est-ce qui nous prouve que c'est des hommes qui ont été enterrés? Est-ce qu'il n'y a pas des ossements d'animaux, etc. Donc il fallait vérifier exactement s'il s'agissait des ossements humains. Pour cela, il y a des spécialistes qui mêlent à la fois l'anthropologie et la médecine légale. Et en la matière, ceux qui sont vraiment les plus calés, ce sont les Argentins. Ils ont été désignés. Et nous avons eu à faire des voyages sur le terrain.
géolocalisés dans les charniers, ont procédé à des exhumations et à des prélèvements d'ossements et de restes. Donc, ils ont déposé le rapport. Donc le rapport est en secret, on ne peut pas vous livrer son contenu. Je crois qu'à l'audience, on pourra le faire. Donc le rapport est déjà nommé. Ensuite, l'enquête a été facilitée par l'existence d'archives. Parce qu'après, il y avait une police politique qu'on appelle direction donc, de la documentation et de la sécurité. Il s'agit d'une police politique essentiellement tournée vers la traque et la répression des opposants politiques. Toute personne qui était suspectée d'être donc opposant est considérée fichée, considérée comme un ennemi du régime. Parce qu'on venait d'une guerre et il y a des coups d'État successifs, il a voulu vraiment sauvegarder son règne, essayer de faire de sorte qu'il n'y ait pas un autre coup d'État. Donc il fallait mettre en place un système donc, basé sur la théorie. Et ce système-là qui a créé pas mal de dégâts donc, au niveau des victimes, raison pour laquelle donc, la poursuite a été. Donc, il y a des expertises en anthropologie et il y a les archives. C'est dit, les gens vous rétorquez, des archives, oui, qui a mis ces archives là-bas, est-ce qu'il n'y a pas une manipulation? Parce que de l'autre côté, il y a le régime en place n'est pas est contre moi. Donc, il avait la possibilité de falsifier pas mal de documents. Là, on a, le juge de désigner, j'ai demandé au juge de désigner un vérificateur en écriture. On appelle communément chez nous la graphologie. Hein. C'est une technique qui permet de vérifier l'authenticité des écritures, etc., par des comparaisons. Ces graphologues ont examiné les pièces et nous ont déposé le rapport. Ensuite, il y a eu des expertises militaires. Il ne fallait pas comment l'État est organisé sur le plan militaire, etc. Donc, on a le rapport. Il y a aussi des expertises sur la situation des détenus dans les prisons. Quel était le taux de mortalité dans cette période au niveau des prisons? Parce que beaucoup se plaignent de traitements inhumains, de détention dans des prisons. Et il fallait désigner un expert pour voir exactement ce qui s'est réellement passé dans les prisons, quel était le taux de mortalité dans les prisons. Donc vraiment, nous avons fait des demandes que les juges ont accepté de faire suivre en désignant des experts qui ont fait le travail et ont déposé le rapport. Et, comme je l'ai indiqué, nous ne sommes pas au Sénégal, toutes les preuves sont à l'étranger. Et ces preuves-là, il faut les apporter donc, à Dakar. Mais les juges ne pouvaient pas officier comme s'ils étaient au Sénégal. Donc, le seul moyen d'officier dans un territoire étranger, c'est la commission rogatoire internationale. Donc, on a fait 4 à 5 commissions rogatoires au niveau du Tchad, et le Tchad nous a assuré une coopération en mettant à la disposition donc, des magistrats sénégalais un pool donc, de magistrats tchadiens qui ont eu à travailler avec les magistrats sénégalais dans la recherche des preuves, l'audition des témoins. Et l'ensemble donc, des commissions rogatoires ont donné comme bilan sur le plan audition victimes, plus de 2500 personnes ont été entendues qui ont eu à faire des dépositions. Naturellement, les juges sont peu nombreux, ils ne pouvaient pas tous entendre ces victimes et ont procédé par ce qu'on appelle en droit la subdélégation de pouvoir à la police judiciaire tchadienne qui a travaillé avec la police judiciaire sénégalaise. Et les juges, les poules judiciaires se sont accordés le droit d'entendre eux-mêmes les principaux témoins dans cette procédure. Il y en a une soixantaine qui ont été entendus au niveau du pouls judiciaire et une trentaine au niveau du siège des chambres africaines extraordinaires. Voilà, donc, grosso modo, le travail qui a été fait par le biais de commissions rogatoires et des expertises. Les juges d'instruction ont procédé donc, à l'équipation et à l'interrogatoire de l'inculpé qui, en passant, a contesté la légalité des chambres et a dit que je ne parlerai pas. Parce qu'au moment où contestait la légalité des chambres, la Cour de justice de la CEDEAO avait été saisie. Ce qu'il avait avancé, hein, la CEDEAO a saisi, bon, je
Mais CEDEAO a sorti un arrêt le 5 février 2013, la Cour de justice, en confirmant le caractère international des chambres. Disant, malgré le fait que ces chambres soient composées presque d'une majorité de juges sénégalais, ça n'enlève en rien le caractère international des chambres. Parce que les chambres appliquent un statut, elles ont été créées par un traité international signé entre le Sénégal et l'Union africaine. Mais ces droits ont été toujours sauvegardés, ils venaient comparaître donc avec ses avocats, et ces avocats faisaient des observations. Dans le cadre des droits de la défense, ils ont fait une demande pour que la procédure soit mise à leur disposition, et la procédure a été mise à leur disposition. Donc, chacun est libre d'avoir une stratégie dans sa défense. Il a choisi de garder le silence, mais cela n'empêche pas au juge de faire le travail. Parce que ce qui est essentiel, c'est d'apporter la preuve de la commission des faits qui lui sont reprochés. Et cette preuve est apportée à travers les témoignages, à travers des pièces à conviction qui ont été rassemblées au cours de l'instruction. Donc l'instruction a pris fin, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure Franck, et a été clôturée par une ordonnance. Et cette ordonnance, avant d'être prise, le dossier a été transmis au procureur général. Parce que, en matière de procédure, dès que le juge estime que l'information lui paraît terminée, la loi lui fait obligation de transmettre l'ensemble du dossier et des pièces à conviction au procureur général pour qu'il puisse prendre ses réquisitions définitives. C'est dans ce cadre que le parquet général a pris ses réquisitions en demandant le renvoi, la mise en accusation d'abord, et le renvoi des fichiers après, devant la chambre d'assises d'appel. Beaucoup de questions ont fusé de part et d'autre pour l'écouter. Vous avez poursuivi après, en même temps que 5 autres personnes. Que sont-ils devenus ces personnes-là? C'est vrai. Parce que le statut nous donne la possibilité de poursuivre l'un ou les principaux responsables. Nous nous sommes dit, nous n'avons encore rien dans le dossier qui nous permet de dire qu'Abré est le seul responsable. En matière de stratégie de poursuite, nous avons poursuivi Abré et nous avons dit, écoutez, il a 5 proches collaborateurs qui ont été impliqués dans ces faits, par de nombreuses victimes. Donc ces gens-là, on ne peut pas les laisser en rade. Il faut qu'ils soient poursuivis. Et les poursuites ont été étendues à ces personnes. Et comme ils ne résidaient pas au Sénégal, des mandats d'arrêt internationaux ont été décernés. Et ces mandats-là ont été confiés à la police internationale qui a fait une large diffusion. Mais pour que ces personnes être installées dans la procédure, il faut d'abord que les mandats soient exécutés, à défaut qu'il y ait notification de ces mandats. Et il y a une procédure de notification qui est prévue dans le Code procédure pénal, en son article 124, qui dit, voilà, comment vous recherchez une personne. Si vous ne la trouvez pas, quelle est la procédure à faire? Donc, la procédure à faire, c'était d'arriver à un procès-verbal de recherche infructueuse. Et ce procès-verbal de recherche infructueuse n'a jamais été dressé jusqu'à présent, raison pour laquelle, au plan juridique, on ne pouvait pas renvoyer ces personnes-là devant la chambre d'assises. Parce que pour pouvoir être renvoyé, il faut être inculpé là. Et c'est après inculpation qu'on parle de mise en accusation. Voilà. Donc il n'y a pas de PV de recherche infructueuse, le juge n'a pas reçu les mandats, n'a pas reçu le PV de recherche infructueuse contre ces personnes. Donc c'est ce qui explique donc la décision de ne pas les renvoyer. C'est une impossibilité juridique auquel les juges étaient confrontés. Donc, lorsqu'ils ont reçu le réquisitoire du procureur général, donc les juges ont presque suivi le réquisitoire, sauf pour 2 actes sous-jacents du crime de guerre. Je dis que ces 2 actes-là, il n'y avait pas suffisamment de preuves pour qu'Abré soit donc renvoyé. Mais grosso modo, il a été renvoyé pour tous les faits pour lesquels il était inculpé, donc à savoir pour crime de guerre, donc crime contre l'humanité et torture. Maintenant, la phase qui reste, c'est la phase de préparation du procès. Il va falloir installer cette chambre d'assises et fixer une date pour que des actes soient donc dressés en vue du bon déroulement du procès. Voilà, grosso modo, photographier la procédure, comme on l'a appelé, c'est rappelé,
Donc, pour des éclaircissements, nous sommes là. Si vous avez des questions à poser, on pourra répondre dans la mesure du possible. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, monsieur le procureur. Bon, c'est un exercice, hein, comme je l'ai dit au début. Donc, chaque fois que nous